On va en parler avec notre nouvel invité. Il vient de nous rejoindre, 15h44, c'est Emmanuel Salle, le président de la financière de la Cité. Bonjour Emmanuel. Bonjour Guillaume. Face à cette situation, vous allez rendre votre verdict. Ce verdict que vous allez rendre, ce moment qu'on va vivre ensemble, est-ce que vous l'assumez ? Je l'assume parfaitement, Guillaume. On vous écoute. Écoutez, je pense qu'avec la guerre en Iran, les banques centrales seront une nouvelle fois en toute première ligne. La guerre en Iran place les banques centrales en toute première ligne. Quel rapport entre ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient et les banques centrales ? Écoutez, ce qui se passe au Moyen-Orient, en fait, pour les économies européennes et pour les États-Unis, ça va se traduire, enfin à mon avis, par un choc d'offres. On a une tension sur les prix, elle va se transmettre d'une part par la hausse du prix du pétrole, par la hausse des matières énergétiques. Vous avez parlé à l'instant de la hausse vertigineuse du prix du gaz naturel liquéfié de plus de 50%, liée effectivement à la fermeture des capacités de production au Qatar. Mais vous avez un deuxième effet également sur l'ensemble des chaînes de production. On a vu que tous les armateurs avaient décidé de détourner les routes maritimes, non pas du détroit d'Ormuz qui ne mène pas à grand-chose, mais du golfe d'Aden pour contourner le continent africain. Donc ça va se produire à peu près comme lors du Covid, de la crise effectivement du Covid. C'est-à-dire qu'on a finalement un allongement des chaînes de production, un grippage potentiel, en tout cas, le résultat, ça sera vraisemblablement une tension sur les prix. Alors, les marchés de taux d'intérêt ont commencé à l'enregistrer, puisque vous avez une tension sur les taux courts. Les taux longs, eux, montent moins que les taux courts, ce qui traduit également vraisemblablement des anticipations de récession à long terme. La question qui se pose, c'est de savoir comment, effectivement, les banques centrales vont réagir par rapport à ça. Alors, on sait que la Réserve fédérale n'hésite pas à agir. Enfin, jusqu'ici, elle n'a pas fait grand-chose, et on peut considérer qu'une situation de cette nature pourrait la conduire à baisser davantage ses taux d'intérêt lorsque, comme l'administration américaine aujourd'hui, y aspire. Mais vous dites à la fois que c'est inflationniste et que la Réserve fédérale pourrait baisser ses taux d'intérêt. Si c'est inflationniste, elle a plutôt intérêt à monter ses taux. Alors, toute la question est là, parce que c'est une inflation importée. Ce n'est pas une inflation qui est générée par, le mouvement normal de l'économie, par la hausse des salaires, par la hausse de la demande, de la consommation, de l'investissement. C'est une inflation importée. C'est une inflation à laquelle les populations occidentales, qu'elles soient états-uniennes ou européennes, ne peuvent rien, n'est-ce pas ? Donc tout dépend effectivement de la fonction de réaction de la Banque centrale. Aux États-Unis, on sait que la Fed a un double mandat, à la fois sur l'inflation, bien évidemment, vous venez de le rappeler, mais également sur la croissance, sur l'activité, sur l'emploi. En revanche, on le sait, en Europe, le mandat de la BCE est lui focalisé essentiellement sur le contrôle de l'inflation. Et donc, on peut craindre, après ce que nous avons connu depuis la guerre en Ukraine, qu'une nouvelle fois, la BCE décide de pénaliser la demande interne, la consommation, l'investissement pour lutter contre une inflation importée à laquelle les Européens n'ont strictement aucune part. C'est tout à fait surprenant parce que dans le passé, les banquiers centraux avaient l'habitude de voir un peu loin et de considérer qu'une inflation de cette nature-là avait à terme une fonction plutôt de contraction sur l'évolution de l'économie. C'est d'ailleurs ce que nous disent les marchés de taux à long terme. Apparemment, les banquiers centraux européens ont une conception un peu différente des choses. En tout cas, ils l'ont montré avec l'inflation, avec la hausse des taux vertigineuse qu'on a connue depuis l'intervention russe en Ukraine, depuis la guerre en Ukraine, avec, à mon avis, une intervention qui a été essentiellement pénalisante pour la croissance et l'activité en Europe. Il faut souhaiter qu'on n'ait pas un bis repetita placent avec ce qui se passe en Iran. Donc, ce que vous craignez, je pense que c'est pas forcément une hypothèse en l'air, parce que le patron de la Banque d'Autriche vient de faire des déclarations en ce sens, laissant entendre qu'il souhaitait effectivement que la BCE réagisse à cette flambée des prix du pétrole. Il a dit qu'il va falloir que la BCE se montre très agile et rapide à réagir, effectivement, en référence effectivement à la hausse des coûts des matières premières. Donc ce que vous craignez, c'est qu'avec cette flambée du pétrole, du cours du gaz naturel et peut-être aussi des prix en général avec le fret maritime qui est perturbé quand même là dans toute la région du Moyen-Orient, ça va renchérir le coût de ce qui est importé par bateau, y compris ici en Europe. Ce que vous craignez, c'est que les Américains soient très pragmatiques et que la Fed baisse ses taux alors qu'au contraire la BCE ferait un contresens et relèverait les siens. C'est ce que je crains et l'expérience récente, on ne peut pas considérer, si je mets de côté l'épisode Draghi, que la gestion de la crise de la zone euro, de la crise monétaire et ensuite de la crise inflationniste qui a suivi l'invasion russe en Ukraine ait fait l'objet d'un management particulièrement clairvoyant par la BCE.
Plus globalement, les marchés, alors là, c'est une séance particulière. Le CAC perd 2% aujourd'hui avec Accor moins 9%. Accor très exposé au marché moyen-oriental. On y reviendra en détail. La chute d'Accor, le portrait oriental d'Accor, ce sera à 16h tout à l'heure avec François Chollet qui sera avec nous. On a les compagnies aériennes aussi qui souffrent. Mais au-delà de la séance du jour, comment vous les sentez, les marchés plutôt costauds, surprenamment costauds, étonnamment résilients ou quand même plutôt fragiles? Effectivement, c'est étonnamment résilient. Étonnamment résilient, c'est vrai que même le pétrole a monté, mais finalement moins qu'on n'aurait pu le craindre au départ. Donc à l'ouverture, on était à peu près à un peu moins de 10% de hausse. Donc bon, ça reste finalement assez modéré. Je crois que les conséquences se verront un peu à long terme. C'est-à-dire que c'est comme un événement absolument majeur. Les Américains ne sont pas... les buts de guerre ne sont pas, à mon sens, clairement établis, malgré les interventions récentes du ministre de la Défense qui tente de recentrer la chose sur effectivement le containment de la puissance nucléaire ou supposément nucléaire iranienne. Donc on verra comment les choses évoluent. Ce qui est certain, c'est qu'on a quand même un regain de volatilité et d'incertitude extrêmement fort au Proche et au Moyen-Orient. Donc bon, on verra comment les choses évoluent. J'ai le sentiment aujourd'hui quand même que il est un peu trop tôt pour se prononcer sur l'évolution à venir des marchés. Alors tout n'est pas fermé, toutes les bourses ne sont pas fermées là-bas au Proche et Moyen-Orient. Certes, la bourse de Dubaï et celle d'Abu Dhabi sont fermées, mais celle de Riyad est ouverte, figurez-vous. Elle est tranquille, la bourse saoudienne aujourd'hui, plus 0,1%. Elle n'est pas encore fermée, elle va fermer dans quelques minutes. La bourse de Tel Aviv aussi est ouverte, plus 6% la bourse de Tel Aviv. Parce que les investisseurs se disent à moyen terme, ce qui est en train de se passer va affaiblir l'Iran probablement. Même si on ne sait pas ce qui adviendra ensuite. Ce qui adviendra, mais ce qui est certain, c'est que la position hégémonique d'Israël ne risque d'être renforcée du fait de cette opération, je dirais, quelles que soient les conséquences, puisque Israël pourrait bénéficier d'un maintien d'États en situation de quasi-faillite autour d'elle. Et puis certains pays pourraient, comme l'Arabie Saoudite, craindre au contraire qu'un Iran plus fort vienne le concurrencer. Donc il y a aussi un double regard en fait de ces pays sur comment le conflit va évoluer et si le renversement de régime va évidemment avoir lieu, parce que un Iran démocratique et intégré à la mondialisation, c'est pas la même chose que ce qu'il a été ces dernières années. Absolument, et je ne crois pas que ce soit véritablement le souhait d'Israël ou même des États-Unis. Oui. L'Iran trouvera-t-il son Gorbatchev ou va-t-on vers le chaos ou la prolongation de ce régime, ou un Gorbatchev, un homme du sérail, mais qui fera la transition, qui blanchira en quelque sorte le régime vis-à-vis du reste du monde? Est-ce qu'on va vers cela ou est-ce qu'on va vers le chaos? Voilà, personne ne sait. C'est effectivement la question qu'on peut se poser. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Emmanuel Salle, donc pour vous, ce qui se passe en Iran remet les banquiers centraux en première ligne. C'est votre message aux investisseurs. Le CAC 40 est en repli en ce moment, moins 2% précisément. On reviendra sur les différents secteurs impactés aujourd'hui en bourse. Total Energy est en forte hausse avec les cours du pétrole. Les valeurs de la défense aussi sont en forte hausse. Mais repli d'Accor, zoom sur Accor à suivre dans moins de 10 minutes sur BFM Business.